La réflexion part toujours de la question de la crise écologique. C'est ça le cœur, la base de ce travail. Et le propos initial est de dire la question politique qui domine le début du XXIe siècle, qui domine le début du troisième millénaire, c'est la question écologique. Il nous faut trouver collectivement les moyens d'éviter l'aggravation de la crise écologique. Ça, c'est absolument essentiel. Après, comment on fait? Et c'est là qu'effectivement, de ce point-là, j'ai été conduit à l'analyse, où effectivement, d'une part, il s'agit d'analyser le capitalisme, et d'autre part, d'analyser la forme nouvelle qu'ont prise les sociétés des pays occidentaux dits démocratiques et qui ont dérivé vers le régime oligarchique. Alors, très rapidement, sur le capitalisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne suis pas un théoricien qui analyserait le capitalisme en soi comme une abstraction. On n'est pas une économie économique, quoi. J'essaye de l'analyser dans la situation que nous connaissons à l'heure actuelle et dans son histoire récente, c'est-à-dire dans son histoire du dernier siècle ou des dernières 60 années. Et de bien faire comprendre et de constater surtout, parce que c'est un phénomène tout à fait observable, qu'il y a eu, et peut-être dont nos concitoyens n'ont pas toujours bien conscience, c'est qu'il y a eu une évolution très forte du capitalisme dans les 30 dernières années. C'est-à-dire le capitalisme que nous connaissons maintenant n'est pas le même capitalisme que celui qui existait dans les années 50, 60, 70. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Une augmentation très considérable des inégalités à partir de 1980 et un gonflement de la bulle financière énorme, c'est-à-dire de la masse de la spéculation des capitaux par rapport à ce qu'on appelle l'économie réelle de l'échange des biens et des services. C'est-à-dire que maintenant, le pouvoir de la finance est devenu extrêmement considérable. Alors, d'ailleurs, les deux phénomènes sont liés, c'est-à-dire que l'expansion du pouvoir financier a été un des moyens pour la classe dirigeante, capitaliste, de faire avaler l'augmentation des inégalités. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et un troisième aspect des choses dans cette évolution du capitalisme, c'est qu'il maintient toujours l'idée d'une croissance économique nécessaire en faisant presque un dogme. Or, nous savons que cette croissance économique, elle a un effet écologique dramatique. C'est-à-dire que la croissance de la production matérielle et de la production énergétique entraîne une dégradation très importante des écosystèmes. Et on le voit par exemple au Chili, mais on pourrait prendre tous les pays du monde pour ça. On a commencé à parler de la Patagonie et des barrages au sud de Hydro-Aïssen. Mais pourquoi est-ce qu'ils insistent autant sur la croissance économique, les capitalistes? Parce que la croissance économique, dans leur système, permet de faire oublier qu'il y a une augmentation considérable des inégalités. C'est-à-dire que la société ne se rend pas compte qu'il y a une petite partie de la population qui prend une part de plus importante de la richesse collective, parce qu'avec la croissance économique, on peut toujours avoir une petite amélioration pour ceux qui sont en bas ou pour les classes moyennes. Donc les gens se disent, ah ben ça s'améliore, donc bon, s'il y en a qui deviennent très riches, c'est pas grave. En fait, pour faire simple, s'il y a 4% de croissance, eh ben, les très riches vont prendre 3% et ils vont laisser 1% à ceux qui sont en dessous. Alors ceux qui sont en dessous vont dire bah, ça s'améliore, donc tout ça ne va pas si mal. Donc voilà les phénomènes très, très sommairement qui sont produits dans le capitalisme. Je vois d'une part que de toute façon le monde bouge et ce qu'on appelle la réalité s'impose. Par exemple, toute cette évolution du capitalisme qu'on a décrite très rapidement, avec son désastre écologique et cette masse de la spéculation absolument énorme, eh bien, conduit à la situation de crise qu'un certain nombre d'auteurs prévoyaient. Que moi, je disais aussi qu'il arriverait dans comment les riches détruisent la planète. Donc on voit en ce moment à la fois de plus en plus nettement les désastres écologiques qui interfèrent
avec la vie des populations, des sociétés, par les inondations, par la sécheresse, par le fait qu'on commence à se dire qu'il manque de pétrole, il manque d'énergie, et que donc toutes ces questions deviennent maintenant cruciales. Et puis, très massivement, que cette crise financière qui a commencé en 2007, qui a pris toute son ampleur en 2008 et qui a rejailli depuis un an, et bien maintenant impacte, ébranle, abîme les sociétés. Et que donc on est entré dans cet ébranlement et dans cette crise de ce système qui est le capitalisme. Et j'allais dire, peu importe le capitalisme, parce que je suis persuadé en fait qu'on va vers un post-capitalisme. C'est-à-dire qu'on change vraiment d'époque. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette mutation historique qui est liée à la crise écologique. C'est-à-dire nous sommes dans nos générations, les 20, 30, 40 années que nous vivons, c'est le moment où l'humanité se rend compte qu'on arrive à la limite de la biosphère. Il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de terre interdite. La Patagonie, ça y est, maintenant, on est dedans. On va même en bateau sur l'Antarctique. Il n'y a plus de réserve, on est au bout. Donc il faut trouver une nouvelle façon de vivre avec notre environnement, avec la biosphère. Qu'on soit au Chili, en France, en Chine, aux États-Unis, c'est la même question pour l'ensemble de l'humanité. Et la deuxième chose, et ça c'est aussi très important, c'est ce qu'on a appelé la mondialisation. Elle fait quelque chose qui est très important, qui n'est pas seulement la mondialisation des industries, de la finance, mais aussi la mondialisation des cultures. C'est-à-dire que maintenant, d'un bout à l'autre de la planète, et vous voyez, on a parlé de la Patagonie, du Chili, de la Chine, de la France, de l'Inde, on sait les uns et les autres comment nous vivons. Et quelque part, nous savons que nous allons vers une convergence un peu des conditions d'existence. Voilà, cette dignité humaine, elle doit se traduire d'une manière similaire sur tous les peuples du monde. On ne peut plus avoir des gens qui vivent de manière beaucoup plus dispendieuse que d'autres qui seraient dans la famine. Donc ça, il faut qu'on réduise ça parce qu'on est dans une culture mondiale. Après, par rapport à cette crise qui est en train de se produire et qui est l'expression de ce moment historique où on heurte le mur de la biosphère, ben, soit c'est l'oligarchie qui évolue de plus en plus vers un mouvement autoritaire, vers la violence, vers la xénophobie, vers la lutte pour les ressources minérales, qui gagnera et qui va imposer ses politiques désastreuses à travers l'Europe, et puis ensuite évidemment à travers les États-Unis, et puis ensuite à travers le monde, où il y a d'autres mouvements, les mouvements populaires, les mouvements de la société civile, le mouvement altermondialiste, qui est très fort dans son ambition, qui va réussir à bousculer ça, à empêcher ça. Et moi, je vois quand même beaucoup de signes positifs qui montrent que ça bouge. Et par exemple, ce que j'ai découvert au Chili était passionnant. Je ne sais pas si le peuple chilien va réussir à aller vers ce post-capitalisme, à renverser ce système qui finalement l'opprime, le contraint. Mais en tout cas, il y a un mouvement impressionnant. Il y a eu des mouvements quand même impressionnants aussi en Tunisie, en Égypte, qui se produisent et qui conduisent quand même à bousculer ces sociétés qui étaient des dictatures. Et même, je ne suis pas favorable au mouvement islamique, mais enfin, ils ne me paraissent pas vouloir revenir à une dictature. Et il y a un régime de société beaucoup plus ouverte qui se met en place. On voit aussi les pays européens, ça bouge. Même si on n'y arrive pas, il y a eu un très grand mouvement contre le projet de réforme des retraites en France à l'automne 2010. Il a perdu, c'était une défaite, mais il y avait des millions de personnes qui ont été plusieurs fois dans la rue et qui ont exprimé leur refus. Il y a des mouvements qui commencent à émerger aussi en Angleterre, des mouvements d'indignés en Espagne, des grèves générales au Portugal, partout. On sent quand même que ça pousse. Et puis sans doute aussi d'autres pays que je ne connais pas, mais je vois par exemple en Inde une société civile extrêmement puissante et qui arrive parfois à faire reculer les industries qui veulent chasser des paysans pour, une fois de plus, installer d'immenses usines qui ne seront pas dans l'intérêt du peuple. Donc cette société, ces peuples bougent. Et donc on est un peu dans ce moment
Est-ce que c'est l'oligarchie qui va réussir avec ses moyens qui sont immenses, avec cette télévision qui a encore tellement d'importance, qui influence tellement la tête de nos concitoyens, qui a des pouvoirs militaires aussi et policiers extrêmement efficaces, qui a encore aussi les médias, les classes dirigeantes, un très grand nombre d'instruments de pouvoir qui encadrent et qui verrouillent la société, ou est-ce que les mouvements populaires vont réussir à balancer? Ça, je ne sais pas, mais je crois que cette lutte est maintenant bien engagée, avec deux aspects importants. Je crois que du côté des mouvements populaires, on a compris que la non-violence était vraiment une arme. C'est-à-dire que ceux d'en face, les oligarques, les futurs dictateurs, je ne sais pas, mais qui veulent évoluer vers le régime autoritaire, n'attendent qu'une chose. Ils ont tous leurs armes, leurs canons, leurs drones, leurs caméras de vidéosurveillance, leurs matraques, qui sont prêts pour répondre par une violence très forte à un mouvement qui se manifesterait par la violence. Et donc je crois que quasiment tous les mouvements que j'ai décrits sont l'arme de la non-violence. Et ça, c'est très important. Et c'est important aussi sur le fond parce que nous ne changerons pas le monde par la violence, puisqu'il s'agit précisément de substituer à la violence que le capitalisme exprime dans l'exploitation des hommes et dans l'exploitation de la nature, un autre régime dans lequel précisément on ne sera plus dans cette violence, mais dans la recherche d'une relation pacifique et si possible amicale. Et donc, et là on tranche avec le léninisme soviétique et le soviétisme du début du XXe siècle, on ne peut pas changer le monde par la violence, il nous faut trouver d'autres moyens de le faire. Et les moyens de le faire, c'est d'être nombreux, c'est d'être ensemble face à la violence des capitalistes, mais sans dire on va tout casser, on va tout détruire. Je crois que cette voie-là, elle n'est pas efficace et le mouvement populaire, le mouvement intermondialiste le comprend bien.